Sommet de l'Union européenne à Bratislava. Les chefs de gouvernement se rencontrent après le référendum sur le Brexit. Mais cette fois, quelque chose a changé. Dans le château de Bratislava, placé sous haute surveillance, les discussions portent sur un enjeu crucial. Plus d'Europe ou retour aux États-nations? « 1500 journalistes du monde entier attendent des résultats dans un centre de presse temporaire. Il ne s'agit pas simplement de gérer une crise. Si l'on veut éviter l'éclatement de l'Union, il faut s'attaquer à ses problèmes vitaux. Mon pronostic pour l'Europe est qu'il devient beaucoup plus difficile de préserver la paix intérieure. Ça coûte très cher de maintenir la stabilité de ce continent. Des réfugiés affluent vers l'Europe. La crise financière mondiale frappe l'euro de plein fouet. Le sud de l'Europe souffre toujours de la crise de la dette. Le populisme a le vent en poupe. L'extrême droite progresse. L'Union européenne elle-même est en jeu. Comment a-t-on pu en arriver là? La construction européenne connaît des débuts hésitants après la guerre. L'ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill, est le premier à parler publiquement d'une Europe unie en pensant au continent. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Après les ravages de la guerre, Churchill redonne espoir à beaucoup de gens qui rêvent des États-Unis d'Europe. Churchill était favorable à l'idée des États-Unis d'Europe fédérés. Mais cela ne signifiait pas forcément que la Grande-Bretagne en ferait partie. Dans son esprit, le monde de l'après-guerre devait reposer en quelque sorte sur un trépied. Le premier pied était une Europe fédérale unie. Les États-Unis d'Amérique constituaient le deuxième pied. Et le troisième était le Commonwealth et l'Empire britannique, qui devait avoir des liens étroits avec l'Europe et une étroite alliance avec les États-Unis. Tout cela devait apporter la stabilité dans le monde de l'après-guerre. C'était ça l'idée. Mais elle n'était pas réaliste. Car en réalité, le pied britannique avait été brisé pendant la Première Guerre mondiale. Les États-Unis sortent renforcés de la Seconde Guerre mondiale. Leur économie est florissante et ils sont devenus une puissance mondiale dominante. L'équilibre géopolitique s'est modifié. Après la chute de l'Empire britannique, il n'y avait plus de puissance mondiale. Les Américains devaient assumer cette fonction. Personne d'autre ne pouvait le faire. En fin de compte, c'était aussi une question de survie pour eux. Après la fin de la guerre, la coalition des Alliés ne tarde pas à éclater. Face à la supériorité de l'Occident, l'URSS de Staline a recours à une rhétorique agressive et des mises en scène martiales. Le continent est déchiré. Le succès des partis communistes à l'Ouest inquiète la toute jeune CIA. Et la grande crainte, c'était, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les communistes sont puissants en Italie et en France. Et que l'idée fixe des Américains, c'est pas simplement d'empêcher l'arrivée de l'armée rouge, c'est d'empêcher une révolution communiste en France et en Italie. And this is a communist parade. Look at the signs they carry. US go home. Les États-Unis veulent mieux contrôler l'Europe.
Aux Archives nationales de Washington, le professeur Joshua Paul est tombé sur des documents déclassifiés de la CIA. Il en ressortait que depuis les années 40, la CIA prévoyait de remplacer les États indépendants européens par une Europe centralisée. Parce qu'il serait trop difficile de contrôler une douzaine de pays, et même 2 douzaines avec l'Europe de l'Est aujourd'hui, parce qu'ils pourraient se mettre des bâtons dans les roues. Donc, la CIA voulait un gouvernement central pour dominer. Voici les craintes que révèle ce document secret de la CIA daté de 1947. En effet, l'Allemagne, autrefois locomotive de l'industrie européenne, est à l'arrêt total. Les États-Unis s'arment. C'est le début de la guerre froide. La superpuissance américaine domine le monde occidental sur le plan militaire et économique. Est-ce l'émergence d'un nouvel empire ? D'un point de vue historique, on peut le penser. Mais il faut préciser que l'Empire américain est extrêmement bienveillant par rapport à tous les autres. Le ministre américain des Affaires étrangères, George C. Marshall, annonce son plan de reconstruction pour l'Europe. It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world. Washington produit des films pour promouvoir les avantages d'une Europe unie. Zersplittert wie es ist, kann Europa seinen Reichtum an Land, an Menschen, Leistungen und Rohstoffen nicht ausnutzen. Freiheit ist Europas wertvollstes Erbgut. Wenn wir gemeinsam denken und arbeiten, können wir uns dieses Gut erhalten. Und nicht nur uns und unseren Kindern, sondern der ganzen Welt. L'Union européenne était une invention américaine. Et il est peut-être utile en cette période de s'en souvenir. Le plan Marshall est également proposé à l'Europe de l'Est, mais Staline refuse. Cela marque un tournant. L'Europe de l'Ouest se remet à flot et les États-Unis sont désormais les amis de l'Occident, y compris de leur ancien ennemi dans la guerre. Für die Anstrengungen der Vereinigten Staaten, die, meine Freunde, sowohl was die Menschen angeht, wie was die Wirtschaft angeht, ungeheure Lasten auf sich genommen haben, kann jeder Freund des Friedens in der ganzen Welt ihnen nur dankbar sein. Nun fing der Wiederaufbau an, erst langsam und dann schneller, und jeder packte frisch mit an. Allmählich wird es heller. Gewiss, wir dürfen noch nicht ruhen, es muss noch viel geschehen. Oh ja, es bleibt noch viel zu tun, bis alle Häuser stehen. Pour les États-Unis, la reconstruction financée par le plan Marshall est la première étape d'un vaste projet, immuniser l'Ouest contre le communisme. C'était le genre d'accord typique de la fin des années 40, milieu des années 50. Pour les Américains, il s'agissait de faire de l'Union européenne, ou de la communauté européenne, comme on disait à l'époque, un facteur de stabilisation en cette période de guerre froide. L'Europe devait se renforcer de l'intérieur, consolider son économie, pour montrer qu'elle était forte face à l'Union soviétique et capable de lui résister. Washington décide de réarmer le continent européen. Il faut pouvoir se défendre contre une éventuelle agression soviétique. Au début, 12 pays adhèrent à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Si un membre est attaqué, tous les autres lui viennent en aide, États-Unis en tête. L'Allemagne n'en fait pas partie. La méfiance des ennemis d'hier est encore trop forte.
Il restait une question en suspens. Que faire de l'Allemagne de l'Ouest? L'intégrer dans l'OTAN? En 1949, il était encore trop tôt. Cette organisation de défense collective avait été créée avant tout pour se protéger de la Russie. Mais dans l'esprit de certains États membres, comme la France, la Belgique et les Pays-Bas, c'était aussi un rempart contre l'Allemagne, parce que la guerre était encore toute proche. At 4:35, we at ITV News are calling this as a Leave victory. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Le vote des Britanniques est une surprise totale. Es gibt nichts drum herum zu reden. Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa. Ist ein Einschnitt für den europäischen Einigungsprozess. La responsabilité, c'est de ne pas perdre de temps. De ne pas perdre de temps ni pour traiter convenablement la question du départ du Royaume-Uni, pas perdre de temps non plus pour traiter la question de la nouvelle impulsion que nous devons donner à l'Union européenne. Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? You, as a political project, are in denial. Parmi les partisans du Brexit, il y a des gens qui veulent voir l'Union européenne s'effondrer. Ils pensent que c'est le seul moyen d'éviter la mainmise sur la Grande-Bretagne. Mais ils devraient bien réfléchir parce que l'effondrement de l'Union européenne entraînerait le chaos économique aux quatre coins du globe. Et ça ne s'arrêterait pas là. Dans un monde sans règles commerciales établies, il y aurait des guerres. Les choses se précipitent. 5 jours après le référendum britannique, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour un sommet de crise. Le défi est énorme. Il s'agit de gérer la sortie de la Grande-Bretagne tout en s'attaquant aux questions vitales de l'Union européenne. L'économie, la démocratie et la sécurité. Federica Mogherini, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, profite de l'occasion pour réclamer une nouvelle politique commune en matière de sécurité. What we have to guarantee is that this uncertainty, this chaos, is not extended to the other European member states, because in these times of uncertainty in the world, we have to exercise our responsibilities together as Europeans, and we can do that only all together. La création d'une armée commune marquerait-elle un nouveau départ? Une chose est sûre, avec le Brexit, l'Union européenne perd une puissance militaire importante, la Grande-Bretagne, qui entretient des liens étroits avec son partenaire de l'OTAN, les États-Unis. Les Européens sont inquiets. Des chefs d'État comme Poutine, mais aussi les dirigeants chinois et Erdogan sentent que la volonté des Américains de faire régner la discipline régresse en Europe. Alors ils en profitent. Nous sommes un continent relativement vieux, faible en ressources naturelles et orienté vers l'import-export. Nous achetons des matières premières comme l'énergie et d'autres ressources, et nous vivons de la vente et de l'expédition de produits finis dans le monde entier. Nous sommes une économie mondialisée et de ce fait, nous dépendons du libre-échange que nous ne pouvons pas garantir nous-mêmes. Les voies maritimes par lesquelles transitent 90% de nos marchandises ne sont pas contrôlées par nous, mais par des groupes de porte-avions américains. Autrement dit, nous laissons à un autre le soin d'assurer la stabilité dans le monde, et nous le faisons volontiers parce que ça nous évite bien des soucis. Les élections américaines accentuent le problème. Que se passera-t-il si Donald Trump se désengage de l'Europe? Un partenariat est en jeu, pour la première fois depuis plus de 60 ans. Korea wurde von den Kommunisten zum Schlachtfeld gemacht. Die roten Truppen von Nordkorea rückten über die Trennungslinie des 38. Breitengrades und überfielen die Republik Korea.
En Corée, la guerre froide se réchauffe pour la première fois. Washington se range du côté de la Corée du Sud pour combattre la Corée du Nord, soutenue par la Chine et la Russie. C'est la première guerre par État interposé, et l'Europe de l'Ouest craint d'être le prochain champ de bataille. Le fait que la guerre froide devienne soudain une guerre chaude a été un choc pour l'Europe de l'Ouest. Qu'allait-il se passer en Allemagne? La Corée du Nord envahissait la Corée du Sud. Il pourrait se produire la même chose entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Ça signifiait que l'Europe avait besoin d'une meilleure défense. Et que la question du réarmement de l'Allemagne ne pouvait plus être évitée ni ignorée. En réarmant l'Allemagne, les États-Unis veulent renforcer la défense de l'Europe. You know how intensely I believe that the safety and security of the Western world demanded unity and strength in Western Europe. Les Américains ont dit « Nous avons besoin d'une armée allemande ». Les Français ont répondu « Non, jamais, pas 5 ans après la guerre. Nous avons plutôt besoin d'une armée européenne ». Europarat in Straßburg. Winston Churchill, der markante Vorkämpfer für ein vereintes Europa, ergriff die Initiative zur Gründung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsstreitmacht. Zum ersten Mal nahm auch eine deutsche Delegation teil. Mais le projet de communauté européenne de défense se heurte au veto de la France. Une décision lourde de conséquences. Quand on a voté, eh bien la France a refusé de voter l'initiative qu'elle avait elle-même poussée 2 ans auparavant. Donc en 1954, il y a eu fin de la CED qui a clos le chapitre défense pour 50 ans. Quelques mois plus tard, à Paris, on signe un traité qui redonne en grande partie sa souveraineté à l'Allemagne. Le chancelier Adenauer peut désormais s'asseoir à la table des négociations avec les autres chefs d'État européens. La communauté européenne de défense ayant échoué, l'Allemagne rejoint officiellement l'OTAN dirigée par les États-Unis et peut même créer sa propre armée. En entrant dans la communauté européenne et dans l'OTAN, l'Allemagne parachever son intégration économique et militaire à l'Ouest. L'Allemagne retrouve sa puissance économique et fait partie du peloton de tête en Europe. Ce succès s'explique en partie par le fait qu'elle suit la doctrine de l'économiste britannique John Maynard Keynes. Le principal objectif de la théorie keynésienne était de permettre à la classe ouvrière de profiter de la prospérité et de la stabilité après la Seconde Guerre mondiale. La demande était stimulée pour que les travailleurs ne connaissent pas le chômage et qu'ils bénéficient d'un niveau de vie convenable. Lorsque toute la population, et pas seulement une minorité, vit bien et mange à sa faim, personne ne se révolte. Cette période de croissance rapide est ce que les Allemands appellent le miracle économique. Et ils célèbrent son architecte, le ministre de l'économie, Ludwig Erhard. Les années 50, 60 et un peu aussi les années 70 ont été l'âge d'or du monde occidental, pendant lesquels on a conduit une politique économique radicalement différente. C'est considéré encore aujourd'hui comme les belles années du capitalisme. Mais en fait, ce n'était pas le capitalisme. C'était une politique très imprégnée de Keynes. Les Allemands n'ont pas voulu le reconnaître et ils affirmaient que c'était Ludwig Erhard qui était derrière tout ça. Mais c'est faux. Le miracle économique était mondial. Et en tant que pays exportateur, l'Allemagne en profite tout particulièrement.
On peut dire que l'Allemagne s'enrichissait sur le dos des Britanniques, des Américains, des Français, des Scandinaves et de tous ceux qui appliquaient la théorie keynésienne. Nous maintenions une demande soutenue, ainsi l'Allemagne pouvait nous vendre ses biens. Pour garantir la prospérité, la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux veulent renforcer leur coopération économique. Mais les négociations n'avancent pas. Il faudra attendre une nouvelle menace de guerre pour que les choses s'accélèrent. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. La crise de Suez est presque tombée dans l'oubli. On en parle tout au plus dans les manuels scolaires. Mais à l'époque, c'était un événement majeur, y compris pour l'intégration européenne. Plusieurs phénomènes se sont produits en même temps. Du jour au lendemain, le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. C'est un affront pour les Français et les Britanniques qui exploitent ensemble cette manne financière. Nasser propose un dédommagement, mais la France et le Royaume-Uni préparent une offensive armée. Ça a été très mal perçu dans le reste du monde. On avait là d'anciennes puissances coloniales qui s'ingéraient dans les affaires de l'Égypte. Israël participe à l'opération militaire en vue d'affaiblir ses voisins. Le conflit risque de s'envenimer. L'Égypte est un proche allié de l'Union soviétique qui menace d'intervenir. Que va faire la superpuissance américaine? L'Europe sera-t-elle impliquée dans le conflit? Pendant ce temps, les négociations sur le marché commun avancent. Adenauer se rend à Paris. Il veut traiter lui-même avec le président du Conseil français, Guy Mollet. C'était fin octobre, début novembre 1956. Il y avait un problème entre la France et l'Allemagne. Les Français étaient sur le point d'interrompre les négociations, auquel cas il n'y aurait jamais eu de marché commun. Adenauer prend alors le train de nuit pour aller à Paris. Au moment même où il monte dans son wagon, il reçoit une dépêche diplomatique disant que l'URSS menace de lancer une attaque nucléaire contre la France et le Royaume-Uni s'ils ne se retirent pas d'Égypte. Donc, en montant dans le train, la délégation allemande apprend choquée qu'on est à deux doigts d'une très grande guerre. President Eisenhower, after consultation with Secretary of State Dulles, makes a firm declaration of United States policy. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. In the circumstances I have described, there will be no United States involvement in these present hostilities. La France, la Grande-Bretagne et Israël interviennent en Égypte, ignorant les mises en garde de la Maison-Blanche. Washington veut éviter à tout prix une escalade avec l'Union soviétique et doit prendre des mesures contre son fidèle vassal anglais. Les Américains exploitent la dépendance économique des Britanniques à leur égard et vendent leurs réserves de livres sterling. La monnaie anglaise s'effondre. Est-ce que Londres va se raviser ? Alors que le monde craint le pire, Adenauer se rend à Paris pour discuter de bananes et d'industrie métallurgique européenne avec ses homologues français.
Durant cette rencontre, le Premier ministre français reçoit à l'hôtel Matignon un appel de Londres de son homologue Eden. Eden lui dit qu'ils doivent arrêter tout de suite leur opération militaire en Égypte, qu'ils ne peuvent plus tenir et que les Américains le veulent. Guy Mollet répond « On peut peut-être essayer de gagner du temps, 48 heures ». Le Premier ministre britannique dit « Il est déjà trop tard. J'ai promis à Eisenhower d'arrêter les combats. La livre sterling est sous pression. On ne peut plus tenir. » À ce moment-là, Guy Mollet, le Premier ministre français, s'est vraiment senti trahi par ses amis britanniques. Ils avaient lancé une opération militaire ensemble et les Britanniques ont retiré leurs troupes sans prévenir. Adenauer attendait dans ce salon parisien. Et ce vieux renard a tout compris. Après un moment de silence, il a lancé à son hôte français « Maintenant, nous devons construire l'Europe ». Ça voulait dire « Vous les Français avez été trahis par vos amis britanniques. Alors à présent, vous pouvez travailler avec nous, les Allemands, pour construire l'Europe. » Ça a été un moment crucial. Toutes les questions sur les bananes et l'industrie métallurgique ont été très vite réglées. Tous les soi-disant problèmes techniques ont été résolus en l'espace d'1 heure grâce à cet accord stratégique fondamental entre la France et l'Allemagne. Adenauer était un homme intelligent, qui a très bien compris comment jouer des différentes positions. Moi, je suis assez impressionné par l'histoire des négociateurs allemands et des dirigeants allemands, et je suis impressionné de la faiblesse française. La signature du traité de Rome est l'acte de naissance de l'actuelle Union européenne. La France et l'Allemagne en sont les forces motrices. La Grande-Bretagne n'en fait pas partie, elle préfère rester aux côtés des États-Unis. La signification centrale de Suez, c'est la fin des empires britanniques et français. Et c'est la confirmation de la suprématie américaine. The game is over. Les gars, vous rentrez, vos histoires de colonies, ça commence à nous fatiguer. À partir de 1956, la Grande-Bretagne est devenue la colonie des États-Unis. En parallèle, la France et l'Allemagne ont renforcé leur coopération économique et militaire. L'Europe s'agrandit, mais pas comme les stratèges américains l'avaient imaginé. Paris est toujours un partenaire compliqué. Parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. Les Français ont toujours la prétention, au plan national comme au plan européen, d'être sur un pied d'égalité avec les États-Unis, ce qui n'est tout simplement pas possible. La crise de Suez, avec tout ce qu'elle impliquait pour l'Europe, a redéfini l'ensemble des relations stratégiques à ce moment historique. American military personnel and installations in France may only be a memory if General de Gaulle's deadline remains firm. De Gaulle, c'était leur bête noire parce qu'il essayait d'avoir une position d'indépendance en disant « oui, je suis contre le totalitarisme communiste, mais en même temps, je ne veux pas passer d'une domination à l'autre ». Les tensions entre Paris et Washington s'accentuent lorsque le président français, Charles de Gaulle, demande aux Américains d'évacuer leurs bases militaires en France. Ils bravent l'hégémonie des États-Unis. Le conflit aboutit au retrait français du commandement militaire intégré de l'OTAN. Le général de Gaulle voulait que la France décide seule de ce qu'elle allait faire et ne soit pas obligée de discuter avec ses alliés. Donc il avait une opinion très stricte de ce qu'il voulait faire, et donc il a donc pris cette décision. A momentous meeting in Washington. Arriving at the White House by helicopter from Andrews Air Force Base is British Prime Minister Macmillan, accompanied by President Kennedy, who had gone to the airfield to welcome him. Mr. Macmillan is here for a weekend of conference with Mr. Kennedy. Le Premier ministre anglais, Harold Macmillan, a eu une longue conversation avec John Fitzgerald Kennedy qui lui a dit « Il serait important pour nous que le Royaume-Uni entre dans le marché commun.
Cela consoliderait le bloc de l'Ouest dans son ensemble. Cela renforcerait sa cohésion militaire et économique. Donc, ce serait bénéfique pour nous tous. Pour les Américains, l'absence de la Grande-Bretagne à la table des négociations européennes est un problème. Ils craignent une baisse de leur influence. Les États-Unis ont eu le sentiment pendant des décennies, et même jusqu'à récemment, qu'ils pourraient en partie exercer leur influence sur l'Europe en utilisant Londres. Donc, dès les premières années d'existence de l'Union européenne, il était essentiel pour eux de convaincre les Britanniques de faire acte de candidature. Ce n'est pas tout. Si la prospérité s'accroît sur le continent, l'économie stagne sur l'île. Les Britanniques commencent à prendre conscience des nombreux avantages que présente le marché commun. Ils voulaient un accès économique au marché commun qui était florissant, mais ils avaient aussi des motivations politiques et stratégiques. Ils s'apercevaient que l'enjeu de l'Europe ne portait pas simplement sur les concombres et les bananes. Certains États membres, comme la France, l'Allemagne et l'Italie, parlaient de plus en plus d'une politique étrangère commune. Et les Britanniques estimaient qu'ils devaient y prendre part. Ils n'aiment pas être exclus de quelque chose. Ils veulent leur place à table. En 1973, la Grande-Bretagne adhère à la Communauté économique européenne, la CEE. Peu après, des fonctionnaires britanniques s'installent dans les bureaux bruxellois. La capitale allemande attend la visite officielle du Premier ministre britannique Theresa May. Son premier voyage à l'étranger ne l'amène pas à Bruxelles, mais à Berlin, où les entretiens portent toutefois sur un seul sujet, le Brexit. Elle fait ainsi clairement comprendre où se trouve, selon elle, le véritable pouvoir au sein de l'Union européenne. Les tensions proviennent essentiellement de l'équilibre des forces à l'intérieur de l'UE, qui ne prévoit pas ce cas de figure. En Europe, on ne veut pas de la domination d'un seul pays. Quand ça arrive, les autres commencent à devenir nerveux. Pourtant, ils doivent garder leur calme, car personne d'autre n'a le pouvoir d'agir. C'est donc un dilemme. Personne ne souhaite qu'une telle situation d'hégémonie perdure. Est-ce qu'un Allemand peut en effet diriger le monde, dans le sens où elle n'est pas le chef, mais en effet, c'est une Allemande qui est vue comme celle qui défend les valeurs démocratiques, qui défend les libertés. C'est un petit clin d'œil à l'histoire. J'ai beaucoup d'amis américains qui me disent que l'Allemagne doit sauver l'Europe, ce qui donne lieu à ce genre d'attitude. Les Américains disent sûrement à Angela Merkel « Vous devez sauver l'Europe ». C'est vrai, nous avons le désir de prendre le leadership, mais uniquement par défaut. Comme la démocratie européenne ne fonctionne pas, nous souhaitons vivement que les choses s'arrangent, d'où le leadership allemand. Il est clair que nous sommes le plus grand pays, mais nous ne pouvons pas nous substituer à l'Europe. Le choc pétrolier secoue l'économie mondiale. Il est dû à un embargo des pays producteurs arabes. Le prix du baril augmente de 70% en un seul jour. L'inflation et le chômage explosent. La crise remet en question le modèle dominant de l'économie sociale de marché. Il apparaissait que les méthodes keynésiennes employées jusqu'ici ne pouvaient plus contenir l'inflation. La principale alternative à cette politique économique était le néolibéralisme, c'est-à-dire la libération des forces du marché. Le bastion de la doctrine néolibérale est Chicago, où enseignent Milton Friedman et Friedrich von Hayek, deux lauréats du prix Nobel. Leur credo, le marché doit tout régler sans aucune contrainte. Un groupe d'étudiants chiliens, les Chicago Boys,
à l'occasion de mettre en pratique leur théorie néolibérale dans une dictature. L'un des premiers pays où il était possible de mener une sorte d'expérience de laboratoire était le Chili, qui devenait à l'époque probablement la dictature la plus cruelle au monde. En 1973, une junte militaire brutale prend le pouvoir par un coup d'État. La capitale et le palais présidentiel sont le théâtre d'affrontements sanglants. Le général Pinochet, à la tête des putschistes, combat l'opposition avec une cruauté impitoyable. Des dizaines de milliers d'opposants au dictateur ont été torturés de manière atroce et tués. La dictature avait les pleins pouvoirs. En général, les dictatures, qu'elles soient de droite ou de gauche, interviennent dans l'économie. Or, Pinochet, le dirigeant du Chili, croyait en la libération des marchés. Pour transformer l'économie du pays, le dictateur va chercher de l'aide à Chicago. Pinochet pensait qu'il ne fallait pas intervenir. La seule intervention envisageable était la dérégulation totale des marchés. Curieusement, une dictature est devenue le laboratoire de méthodes néolibérales. Question, le néolibéralisme pouvait-il aussi être appliqué dans un pays qui ne torturait pas et ne tuait pas tous les opposants au régime? Les Britanniques doivent se prononcer par référendum sur la sortie de la CE, 2 ans à peine après leur entrée. Malgré le marché commun et l'union douanière, l'économie du royaume bat de l'aile. À l'époque déjà, beaucoup estiment l'Europe responsable. Le chancelier allemand Helmut Schmidt fait campagne pour la CE. You know, being a European politician is not at all that difficult, because all you have to do is to satisfy the farmers, satisfy the trade unions, satisfy a few other groups and still get elected, you know. It's not... But all I want really to say is only this, and even at the risk of a walkout, your comrades on the continent want you to stay, and you, please, will have to weigh this if you talk of solidarity. Le peuple est divisé. Le parti travailliste au pouvoir voit la CE d'un œil critique. L'opposition conservatrice veut avant tout l'accès au marché libre. Margaret Thatcher descend dans la rue pour soutenir l'Europe. Les Britanniques resteront. It will be a splendid and decisive yes for Britain in Europe for your generation and the whole of the next one. Ils n'ont jamais voulu s'intégrer profondément dans l'Union européenne. Ils voulaient que ce soit un grand marché, business, pas de problème, mais certainement pas quelque chose qui irait dans le sens d'un approfondissement des compétences européennes. Margaret Thatcher a remporté les élections. Elle est décidée à démanteler l'ancien système social britannique fondé sur de puissants syndicats. C'est une fervente partisane du modèle néolibéral. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. Margaret Thatcher a un projet politique, rendre sa grandeur à la Grande-Bretagne. Madame Thatcher était animée par la nostalgie d'une Grande-Bretagne qui n'avait jamais vraiment existé. Mais elle avait acquis la conviction qu'elle pouvait la faire renaître. Selon elle, le redressement du pays n'est possible qu'en réduisant l'influence de l'État et des syndicats. Le marché doit se développer sans entrave, à l'image de ce qui s'est passé dans le Chili de Pinochet.
Mr. Chairman, this government is pursuing the only policy which gives any hope of bringing our people back to real and lasting employment. Margaret Thatcher était très influencée par les travaux de Friedrich von Hayek. Après l'échec de la politique économique keynésienne à la fin des années 70, certaines personnes estimaient qu'il fallait toujours plus de marché et toujours moins d'intervention de l'État, qu'on devait prélever le moins d'impôts possible et mettre fin à la redistribution. Les riches devaient devenir encore plus riches et les pauvres se contenter de ce qu'ils avaient. Cela rendrait l'économie plus forte et nous protégerait du communisme. Voilà en quoi elle croyait. À partir de 1981, les États-Unis sont dirigés par le président Ronald Reagan. Lui aussi est un fervent adepte de la politique néolibérale et lui aussi y voit l'arme la plus efficace pour mettre fin à la guerre froide. L'objectif de son programme économique était de renforcer l'économie pour mettre les Russes à genoux dans la course à l'armement et les obliger à arrêter la guerre froide. C'était son but. Je ne crois pas que Reagan avait d'autres préoccupations que celle-là. Der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Avec Helmut Kohl, l'Allemagne prend aussi un tournant politique. C'est le début d'une nouvelle ère marquée par moins d'États et plus de marchés. Ça a été le passage au néolibéralisme. Il s'agissait de suivre Thatcher et Reagan. Bien sûr, Kohl a été un peu moins brutal, un peu plus doux. Mais c'était bien ça. En parallèle, les bases de la production industrielle changent. On emploie toujours plus de machines et toujours moins d'hommes, ce qui réduit le poids de la classe ouvrière traditionnelle. Dans la plupart des pays occidentaux, la classe ouvrière décline avec l'avènement de l'économie post-industrielle. On voit apparaître une nouvelle catégorie de population, un nouveau type de travailleurs qui n'ont pas l'expérience historique de la classe ouvrière. Beaucoup d'entre eux vivent dans une grande précarité, mais ils n'ont plus de poids politique. L'effondrement du keynésianisme va de pair avec le déclin de la classe ouvrière. Pour les gouvernements, il est donc bien plus facile d'imposer une politique néolibérale. Thatcher conduit sa politique d'une main de fer. Lorsqu'elle privatise des entreprises publiques, mineurs et métallurgistes entament une grève qui s'étend bientôt à tout le pays. Thatcher répond par une violente répression. Elle sait que ce combat est déterminant pour réformer le pays comme elle le souhaite. On parle de bataille sociale pour l'Angleterre. By 7 a.m., 4,000 miners were at Orgreave waiting for the coke lorries to arrive. Police had been expecting them. They equaled the number of pickets. When the lorries came an hour later, the miners' ranks had swelled to more than 5,000. Dans la bataille d'Orgreave, les ouvriers de la coquerie en grève s'opposent à la dureté de la politique menée par le gouvernement. La police riposte à coups de matraque. La résistance s'effondre lorsque la caisse de grève est vide. Thatcher a gagné. It is intimidation. It is unlawful assembly. Our duty demands and the national interest requires that we see that violence does not pay and is seen not to pay. Margaret Thatcher poursuit impitoyablement la restructuration économique et sociale du pays. Jacques Delors est nommé président de la Commission de Bruxelles et juge sa politique dangereuse, craignant l'érosion de l'État-providence. Il est partisan d'une Europe plus sociale, ce qui fait de lui un adversaire de la dirigeante britannique. Intellectuellement, elle avait du respect pour Delors.
Elle craignait qu'il ne joue de son influence pour créer une Europe qui n'ait rien à voir avec le modèle libéral qu'elle voulait imposer. Donc elle savait qu'il lui fallait de solides arguments intellectuels pour le contrer. Delors provoque encore la Dame de Fer en participant à un congrès des syndicats britanniques et en rappelant son credo. Social dialogue and collective bargaining are essential pillars of our democratic society. Delors a lancé un appel au mouvement syndical britannique. Vos frères et sœurs en Europe ont besoin de vous. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Obtenir des normes sociales et des droits pour les travailleurs. Et même promouvoir le développement durable de nos sociétés et de notre environnement. C'étaient des sujets dont Mme Thatcher n'aimait pas parler. Margaret Thatcher contre-attaque quelques jours plus tard à Bruges en reprochant à Delors d'usurper ses fonctions. Indeed, it is ironic that just when those countries, such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the center, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the center, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with the European superstate exercising a new dominance from Brussels. Par ce discours, Margaret Thatcher jette les bases du rejet de l'Europe qui prévaut toujours largement au sein du Parti conservateur et de la société britannique. On ne voit presque jamais le drapeau européen flotter sur un bâtiment public britannique, si ce n'est dans quelques villes de gauche. Nous nous comportons comme si nous n'en faisions pas vraiment partie. 3 mois à peine après le référendum britannique, les chefs de gouvernement européens se rencontrent à Bratislava pour parler du Brexit, mais aussi de l'avenir de l'Union. Certains réclament le moins d'Europe possible en réponse au vote des Britanniques. D'autres cherchent une autre solution, un message d'unité pour ressouder l'Europe. Mais quel pourrait être cet élément fédérateur? La liberté, la démocratie, les droits de l'homme ou la sécurité? Assurer toujours plus de liberté ne suffit pas. Il faut aussi repenser l'équilibre des forces et travailler sur le thème de la protection. Autrement, on verra que le Brexit n'était que le premier domino et que d'autres référendums suivront. Mais l'unité ne semble pas à l'ordre du jour. Les pays méditerranéens, emmenés par l'Italien Matteo Renzi et le Grec Alexis Tsipras, créent une coalition contre les États membres du Nord. La France participe aux discussions, ce qui dérange certains observateurs. Si Hollande se rapproche des pays méditerranéens, c'est avant tout le fait de Matteo Renzi, qui veut former un bloc du Sud pour anticiper les grands choix structurels à venir concernant l'euro et la façon dont on peut le sauver politiquement. Il y a une sorte de scission entre le Nord et le Sud. Et cette scission n'est pas le fruit du hasard. Elle relève de 2 conceptions différentes de la politique économique, du rôle de l'État. Et la France se trouve juste au milieu. C'est un pays qui présente autant de caractéristiques nordiques que méridionales. Par une promenade en bateau, les chefs d'État européens montrent leur volonté de régler les problèmes ensemble. Mais comme dans bien d'autres sommets, ils ne parviennent pas à dépasser leurs divergences. Seul terrain d'entente, la sécurité. Les dirigeants nationaux veulent accroître la coopération dans ce domaine.
C'est la tentative héroïque de vaincre les forces centrifuges à l'œuvre en Europe, de dépasser cette attitude qui consiste à dire « je m'en moque, je m'occupe de mes affaires » et de rassembler. Selon moi, on ne reconnaît pas assez les mérites de l'Union européenne, qui mène sans cesse un combat héroïque contre toutes les tendances séparatistes et tente toujours de faire des compromis, de trouver des arrangements. Ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. On connaît tout ça dans son club de tennis, son association sportive ou toute autre organisation. Au bout du compte, il faut trouver un compromis. Et Bruxelles est justement la grande machine à laquelle les Européens doivent soumettre leurs problèmes, s'ils ne veulent pas les résoudre sur le champ de bataille, pour dire les choses avec emphase. Ce système a merveilleusement bien fonctionné et maintenant il est en péril. Meine Damen und Herren, und nun Ihre Exzellenzen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. Ronald Reagan und Mrs. Nancy Reagan. Pendant que le président américain est en visite à Berlin, le pouvoir s'effrite à Moscou et le communisme vit ses derniers moments. Le fait que Ronald Reagan ait donné un discours devant la porte de Brandebourg était l'aboutissement de longs préparatifs qui duraient depuis au moins un an. Tout avait été organisé plus ou moins par mes soins. Nous avons dit à notre ambassadeur à Washington qu'il valait mieux que le président vienne à Berlin et dise, pour parler familièrement, « Arrêtez vos simagrées ». General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ce discours était important. Non pas parce qu'il a convaincu l'Union soviétique d'abandonner la partie, ni parce qu'il a fait tomber le mur, mais parce qu'il a clarifié les choses à un moment où personne ne se doutait que tout irait si vite. La nuit où le mur tombe marque un tournant qui influera sur l'histoire de l'Union européenne. La guerre froide qui soudait ses membres prend fin. Ça a été un choc qui a déclenché beaucoup de choses, libéré de nombreuses forces. Tout à coup, l'Europe de l'Est s'est ouverte comme si la glace fondait. Nous ne comprenons l'importance de cet événement que 20 à 25 ans plus tard, non seulement pour l'Allemagne, la réunification du pays, mais pour toute l'Europe. 2 semaines après la chute du mur, le Parlement européen se réunit à Strasbourg. Que faire face au profond bouleversement qui frappe l'Europe de l'Est? In Ungarn und Polen und jetzt auch in der DDR waren es die Menschen selbst, die den Weg zu tiefgreifenden Reformen geöffnet haben. Les attentes des Européens de l'Est sont fortes. Ils veulent prendre part à la prospérité de l'Ouest. Les grands perdants sont les pays pauvres du sud de l'Europe, car ils doivent désormais partager les subventions de Bruxelles avec les pays de l'Est. Simone Veil est l'une des premières à s'en rendre compte. Surtout ne les décevons pas, ce serait les trahir, ce serait aussi trahir tous ceux qui ont apporté leur pierre à la construction de l'Europe. Nous savons aussi que l'attente de tous ces pays est considérable parce que leurs besoins sont immenses et grandes leurs espérances. Cela requiert beaucoup d'imagination pour y répondre, une participation de tous pour coopérer dans tous les domaines. Cela suppose aussi des transferts financiers importants, car ce n'est pas en oubliant les peuples du Sud que nous devons aider nos frères européens. Mais dans l'immédiat, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale doivent donner leur accord à la réunification de l'Allemagne. Si le cours de l'histoire européenne était gelé entre 1945 et 1989, à présent, les événements s'accélèrent. Margaret Thatcher tente d'y mettre un frein. Madame Thatcher craignait
comme quelques responsables politiques français, qu'avec la réunification, l'Allemagne se détache de l'Union européenne, qu'elle fasse de nouveau cavalier seul, et qu'elle soit source d'instabilité et d'insécurité. Il y avait une anecdote qui disait on aime tellement l'Allemagne qu'on préfère en avoir deux. Hein. En effet, c'était un peu une panique à l'idée que l'Allemagne réunifiée revienne à des vieux démons qui avaient été ceux du passé. On voyait cette Allemagne comme un danger. Pour tenter d'empêcher la réunification, elle cherche des alliances. Il y a une scène célèbre où elle rencontre François Mitterrand, le président français, environ un mois après la chute du mur. Elle a emporté d'anciennes cartes de l'Allemagne dans son fameux sac avec lequel elle tape toujours sur la table. Et elle dit à Mitterrand, « Regardez comme l'Allemagne était grande par le passé. Il faut l'arrêter. » Elle voulait bloquer le processus de réunification. Or, on ne peut pas arrêter les forces de l'histoire quand il se produit un événement aussi important que la chute du mur de Berlin. Mitterrand était également inquiet de la réunification de l'Allemagne, mais il a adopté une autre approche. Il était plus malin. Il savait qu'on ne pouvait pas arrêter un tel mouvement. Il fallait procéder comme un judoka et utiliser la force de l'adversaire pour atteindre ses propres objectifs. Voilà pourquoi Mitterrand a accéléré le projet de monnaie commune. C'était un accord tacite entre la France, qui acceptait la réunification allemande, et Helmut Kohl, qui donnait son accord à la création de l'euro. Margaret Thatcher est horrifiée. La monnaie commune donne plus de pouvoir à Bruxelles et moins à Londres. Differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no. En un sens, c'est vrai que Margaret Thatcher est tombée à cause de l'Europe. C'était vraiment une femme politique de la guerre froide. Elle avait combattu la Russie aux côtés de l'Amérique. Mais quand la guerre froide a pris fin, elle n'a plus su quoi faire. Elle a voulu arrêter la réunification allemande. Son propre parti, le Parti conservateur, s'est rebellé. Et 2 semaines plus tard, elle était politiquement morte. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11.5 wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11.5 years ago. Après le départ de Margaret Thatcher, la voie est libre pour la réunification allemande. C'est une nouvelle page dans l'histoire de l'Europe. Un bouleversement comme le vieux continent n'en a plus connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux ans après la réunification, les chefs d'État européens signent le traité de Maastricht qui prévoit la création de l'euro. Comme Mitterrand le souhaitait, la monnaie unique est instaurée dans le but de contrôler l'Allemagne sur le plan économique et politique. Mais le traité, négocié en très peu de temps, comporte de sérieux vices de forme.
Lorsque nous avons introduit l'euro, c'était un marché, une monnaie. Nous savions tous qu'une union monétaire ne pouvait pas exister sans union sociale et fiscale. Le traité de Maastricht envisageait et promettait de le faire, mais ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire un impôt sur les sociétés commun entre la France et l'Allemagne, puis entre la France et l'Allemagne et les pays de la zone euro? Alors pas du jour au lendemain, on y va progressivement, on se donne un objectif à 10 ans par exemple, pour se dire voilà, on n'aura plus de distorsion de concurrence en matière fiscale pour l'impôt sur les sociétés, le business, etc. Depuis 5 ans, la guerre fait rage dans les Balkans. L'UE ne parvient pas à mettre fin aux hostilités en ex-Yougoslavie. Alors, les États-Unis interviennent. Avec l'opération Deliberate Force, ils obligent en quelques semaines les belligérants à s'asseoir à la table des négociations. Cela met en évidence l'impuissance de l'Union européenne. La première grande crise politique à laquelle l'Europe a fait face dans son environnement immédiat a été la guerre des Balkans. C'était trop tôt. Nous n'étions pas prêts du tout. Le traité de Maastricht prévoyait une politique étrangère commune. Mais la guerre dans les Balkans montre que les États membres ne sont pas capables de mener une action militaire ensemble. Les discussions interminables, les consensus, ça marche à peu près avec des États qui ont plus ou moins les mêmes objectifs et qui sont prêts à faire des compromis. Cette méthode ne fonctionne pas quand vous avez un ou plusieurs interlocuteurs qui veulent exactement le contraire de vous. Le président serbe Slobodan Milošević parvient à monter les membres de l'UE les uns contre les autres. J'ai été l'envoyé spécial américain aux Balkans pendant 3 ans. J'ai eu d'innombrables discussions en tête-à-tête avec les responsables politiques, y compris Milošević. Et les dirigeants serbes, croates et même bosniaques m'ont expliqué très clairement comment ils avaient utilisé les Européens pour poursuivre leurs objectifs militaires. Le plus extrême était Milošević, qui m'a dit « Ces pauvres gens ne se doutaient de rien. Nous parlions toujours de paix, mais moi je voulais la guerre. » Seule l'armée américaine pouvait mettre fin à l'horrible guerre des Balkans qui avait fait 100 000 morts. Donc, c'était un peu une humiliation pour les Européens. Le projet de politique étrangère commune prévu par le traité de Maastricht n'était pas encore réalisable à l'époque. Gerhard Schröder devient chancelier. Une coalition rouge-verte prend le pouvoir en Allemagne. D'autres pays votent également à gauche. 1 an plus tôt, en Grande-Bretagne, le travailliste Tony Blair a été élu Premier ministre. Ce qui ressemble à un nouveau départ politique se révèle bientôt une tromperie. Les nouveaux gouvernements sociaux-démocrates s'alignent sur la politique néolibérale de leurs prédécesseurs. Au fond, Schröder et son équipe n'avaient pas de compétences économiques. Et quand vous accédez au pouvoir sans compétences économiques, c'est simple. Les lobbies accourent de partout. Des milliers de lobbies vous disent tous les jours que la meilleure politique est la politique néolibérale. Alors tout social-démocrate que vous êtes, vous finissez par céder en pensant « nous sommes un peu plus justes, nous allons faire les choses plus équitablement, mais il n'y a pas d'alternative ». En 1998, l'économiste Heiner Flassbeck est nommé secrétaire d'État auprès du ministre des Finances, Oskar Lafontaine.
Imaginez le député social-démocrate fraîchement élu, ou le secrétaire d'État au Parlement, ou encore le ministre qui, les 8 premiers jours de son mandat, reçoit 2000 requêtes de la part de lobbyistes qui veulent le voir pour discuter d'un sujet extrêmement important. C'est très impressionnant. Il y a des noms connus parmi eux. Les PDG de grands groupes veulent lui parler avec un seul objectif en tête, l'amener là où il le souhaite. Et quand 20 grandes entreprises viennent toutes pour un motif important, j'aimerais voir quel petit responsable politique ne serait pas impressionné. Il l'est, et il ne sait plus quoi faire. Pour protester contre la politique économique du gouvernement Schröder, Heiner Flassbeck démissionne. En 2003, Schröder annonce un plan de réforme radicale, intitulé Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Pour faire passer ces mesures économiques, Schröder fait appel à Peter Hartz, alors directeur du personnel chez Volkswagen. Il doit réformer l'assurance chômage et l'aide sociale. La loi dite Hartz IV symbolise la conversion de l'État-providence au modèle néolibéral. Durant cette période, le néolibéralisme poursuit sa marche victorieuse dans toute l'Europe et s'impose à Bruxelles. Pendant 20 ans, Bruxelles a prôné le néolibéralisme auprès de tous les pays. La libre circulation des capitaux était la chose la plus précieuse au sein de l'UE. C'est une erreur d'aiguillage magistral qui remonte au début des années 80 et qui est due en grande partie à l'Allemagne. Trois mois après le référendum sur le Brexit, ni les Britanniques ni l'Union européenne ne savent quand les négociations sur la sortie du Royaume-Uni vont avoir lieu, ni surtout avec quel objectif. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, se rend à Londres pour tenter de lever les incertitudes. Uncertainty is the opposite of what we need. We need more clarity, more certainty. Therefore, I urge the Prime Minister to trigger Article 50 as soon as possible. Après le référendum, le gouvernement britannique est dans un état que je qualifierais de confus. Personne ne sait quelle stratégie il faut adopter. C'est pourquoi nous avons repoussé l'application de l'article 50 du traité qui doit enclencher le processus de négociation. Londres, la plus importante place financière d'Europe. Ici, la majorité des gens ont voté pour le maintien dans l'Union, précisément parce qu'ils profitent de l'économie mondialisée. Mais ce n'est pas le cas de la vieille Angleterre, ni de la classe ouvrière. Dans les régions où l'industrie britannique était très forte et où elle a largement décliné, il y a de graves problèmes sociaux et économiques. Les gens se sentent abandonnés, ignorés. Ils ont l'impression d'être des citoyens de seconde classe. Pour eux, le référendum a été l'occasion de protester. Non pas tellement à propos de l'Europe, mais contre l'inertie politique à Londres en général. La promesse de l'Union européenne d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens ne peut plus être tenue pour beaucoup d'entre eux. Ce sont eux qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni. Quand les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, ils ne savaient pas pourquoi ils votaient, mais seulement contre quoi. Maintenant, nous sommes pris au piège. Le problème est que les personnes modestes ne verront les conséquences négatives du Brexit que lorsqu'il sera trop tard. Quand nous serons sortis de l'Union européenne, que nous n'aurons probablement plus de relations commerciales avec les autres pays, que nous serons seuls au monde et que nous essaierons de passer des accords pour vendre et acheter des biens, alors seulement les gens diront peut-être « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?»
La Grande-Bretagne est un pays commerçant. La sortie de l'UE peut frapper durement son économie. Il est possible que l'expérience britannique devienne bientôt un exemple dissuasif en Europe. Au Moyen-Âge, on laissait accrocher les corps des pendus pendant plusieurs jours pour que tout le monde les voie. La Grande-Bretagne sera peut-être bientôt pendue au gibet pour dissuader d'autres peuples de suivre le même chemin. La Grèce adhère à l'Union monétaire. Le pays entier est en liesse. Mais les chiffres qu'Athènes transmet à Bruxelles sont manipulés. Avec l'aide de la banque d'investissement Goldman Sachs, le déficit de l'État grec a été ramené sous le seuil des 3%. Malgré les nombreux doutes qui s'expriment déjà à l'époque, l'Union européenne approuve l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Tout d'abord, il faut dire que la zone euro a été d'emblée mal conçue. La Grèce n'aurait jamais dû y adhérer. Et il n'aurait jamais fallu la laisser entrer. Ça, peu de gens le contesteront. Et puis au début, les critères d'adhésion à la zone euro étaient peu nombreux. On pensait qu'un petit nombre de critères permettrait d'imposer une ligne économique commune à tous les pays. Il y avait deux problèmes, le très jeune âge de la monnaie et la disparité entre les pays. Rétrospectivement, il aurait mieux valu introduire la monnaie commune dans quelques pays forts, la consolider sur les marchés, puis l'étendre progressivement à l'Italie, à l'Espagne et pour finir éventuellement à la Grèce. Le Parlement européen célèbre un moment historique, l'élargissement de l'UE à l'Est. 10 nouveaux États membres font leur entrée en même temps. Mais à Bruxelles, tout le monde sait quelle charge cela représente pour l'Union. I think we all find this an emotional moment. Welcome to Strasbourg. Welcome home. En 2007, la Bulgarie et la Roumanie rejoignent l'Union. Pourtant, la réunification allemande avait déjà donné un avant-goût du tour de force financier qu'implique la conversion d'une économie socialiste moribonde en économie de marché. Il est normal qu'on retisse des liens avec ces gens qui sont des Européens, avec qui on partage une histoire. Cette histoire s'est arrêtée en 1945 à cause de cette guerre, et elle se termine pour les Européens de l'Est en 1989, la guerre, pas en 1945. On a eu cette division de l'Europe qui a été traumatisante à plus d'un titre, et il fallait essayer de faire en sorte que ces stigmates du passé ne se renouvellent plus à l'avenir. C'était une réunification qui était morale. Les 12 États membres n'étaient pas très emballés. Donc, ils n'ont pas accueilli les nouveaux arrivants à bras ouverts. En même temps, ils avaient écrit dans leur traité que chaque État européen qui remplissait les critères pouvait rejoindre le club, ce qui incluait naturellement tous les pays d'Europe de l'Est. Certains des anciens pays socialistes sont forts aujourd'hui, mais à l'époque ils étaient très faibles. La Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne le sont d'ailleurs toujours. Alors que se serait-il passé si ces pays n'avaient pas tissé de liens étroits avec le reste de l'Europe et n'avaient pas construit de nouvelles infrastructures ? Parce que l'Europe a investi des milliards d'euros. Si elle ne l'avait pas fait, et que la Russie qui se trouve à leur porte provoquait des remous, le monde serait beaucoup plus dangereux aujourd'hui. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis sont la seule superpuissance du monde. Au milieu des années 90,
certains stratèges américains élaborent des plans pour conserver la suprématie en Europe. L'OTAN doit s'étendre à l'Est et être toujours plus près de la Russie. Les Américains voulaient étendre l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie en 2007-2008, sous l'administration Bush. C'est principalement pour cela que la Russie a perçu l'OTAN comme une menace militaire. En 2007, le président russe Vladimir Poutine participe à la conférence sur la sécurité de Munich. Dans son discours, il s'en prend violemment à la géopolitique américaine. Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Pendant longtemps, la Russie s'est tenue tranquille. À présent, c'est l'escalade. Comme à l'époque de la guerre froide, Moscou démontre sa puissance militaire. Par sa configuration géographique, sa superficie, ses richesses naturelles et la taille de sa population, la Russie serait logiquement la puissance prépondérante en Europe. Si une puissance extra-européenne, les États-Unis, n'avait pas la suprématie en Europe, la Russie dominerait. En même temps, c'est un pays qui a depuis toujours des difficultés avec l'Ouest. Les Russes n'ont pas oublié Hitler, ni même Napoléon. Ils ressentent donc le besoin urgent de se protéger, ce qui aboutit à ce choc géopolitique. Nous avons intérêt à rapprocher ces pays de l'Ouest. Nous voulons les stabiliser, les transformer en marchés ouverts, y faire respecter les droits de l'homme et les principes démocratiques. Or, pour des raisons historiques, Moscou doit impérativement empêcher que ces pays ne s'occidentalisent trop, parce que ça réduirait sa zone d'influence. La banque d'investissement new-yorkaise Lehman Brothers est en faillite. Son effondrement provoque un séisme économique qui propage ses ondes de choc sur toute la planète. In recent weeks, the federal government has taken extraordinary measures to address the challenges confronting our financial markets. Are you taking me? Are you asking me for training? This crisis that has come from America has affected all businesses. The financial crisis, that one can see as... On peut dire que le néolibéralisme est responsable de la crise financière. La dérégulation du secteur financier qui a commencé aux États-Unis a entraîné toutes ces conséquences négatives. On aurait pu le prévoir. Il ne fallait pas être un expert pour savoir que si on autorisait la dérégulation totale des transactions financières, si on permettait aux banques de spéculer avec l'argent des épargnants, ça finirait dans les larmes. La crise de l'euro qui en a résulté a été renforcée par les vices de forme de la monnaie commune. Mais de toute façon, ce sont les pays les plus faibles qui auraient été le plus durement frappés. L'État grec est au bord de la faillite. Avec la crise financière, l'endettement du pays a explosé. Ils n'obtenaient plus de crédit, ni d'emprunt d'État, parce que plus personne n'avait confiance en ce système. Et quand vous êtes mort sur le marché financier, vous êtes encore plus dépendant de ceux qui vous entretiennent, et personne ne voulait ça. Il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas qu'une question économique, ni de survie de l'euro. Il y avait aussi un enjeu géopolitique.
Si nous ne venons pas au secours de la Grèce, ce sont les Russes qui vont le faire. Ou alors les Chinois qui découvriront peut-être qu'en Europe, il y a un produit intéressant à bas prix. Voilà comment on se retrouve au sein de l'UE avec un pays dépendant financièrement d'autres puissances, chose qu'on voulait éviter. La Grèce joue un rôle géostratégique crucial en Europe. Elle partage une frontière avec la Turquie et donne accès à l'est du bassin méditerranéen. Une fois de plus, si l'Union européenne veut préserver sa stabilité, elle doit accepter d'en payer le prix. Les sommets de crise sur le sauvetage de l'euro sont devenus pratique courante. Pour surmonter une bonne fois pour toutes la crise monétaire persistante, l'UE doit s'attaquer à la racine du mal et corriger les erreurs du passé. Il faudra créer une forme d'union politique pour consolider et protéger l'euro. Mais c'est une étape d'intégration majeure qui empiète tellement sur les droits souverains fondamentaux des États que personne n'est prêt à la franchir. Il faut dire qu'actuellement, plaider pour plus d'Europe est le pire message qu'un responsable politique puisse envoyer. Congrès du Parti conservateur britannique. Theresa May doit expliquer comment elle envisage le Brexit sans isoler la Grande-Bretagne sur le plan économique. Elle plaide pour la fuite en avant. Whether people like it or not, the country voted to leave the EU. And that means we are going to leave the EU. We are going to be a fully independent, sovereign country. A country that is no longer part of a political union with supranational institutions that can override national parliaments and courts. And that means we are going once more to have the freedom to make our own decisions on a whole host of different matters, from the way we label our food to the way in which we choose to control immigration. Après le congrès du parti, la livre sterling chute. Il y a un grand clivage entre ce qu'on appelle le soft Brexit et le hard Brexit. Le soft Brexit signifie qu'on cherche à avoir le beurre et l'argent du beurre. On essaie d'avoir tous les avantages du marché unique sans en accepter les conséquences, les obligations. C'est très bien, mais totalement irréaliste. Le hard Brexit signifie que nous sortons complètement de l'Union et que nous renégocions nos relations commerciales avec le monde entier. Combien de gens auraient voté pour ça s'ils avaient été informés? Voilà une question intéressante qui n'a jamais été posée. C'est pourtant bien de ça qu'il s'agit. Personne ne sait comment il faut procéder. C'est la première fois que ça se présente, alors les Britanniques ne savent pas comment s'y prendre. Il faut voir aussi l'aspect émotionnel des choses. Les Britanniques que je connais, et j'en connais quelques-uns qui sont hauts fonctionnaires, savent que c'est un désastre complet et ils ne veulent pas avoir à le faire. Ce ne sont pas des conditions psychologiques propices à de bonnes négociations. Le Royaume-Uni est confronté à un autre danger, une épreuve de force de l'intérieur. À Bruxelles, un eurodéputé écossais dit clairement ce qu'il pense du Brexit. But please remember this. Scotland did not let you down. Please, I beg you, chers collègues, do not let Scotland down now. Si nous sortons complètement de l'Union européenne, je ne suis pas sûr que le Royaume-Uni survive en tant qu'État. Les Écossais ont voté majoritairement pour le maintien dans l'Union. Et si leur vote n'est pas pris en compte, il y aura une énorme pression pour organiser un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Si la Grande-Bretagne sort totalement du marché unique et de l'union douanière, ça engendrera de gros problèmes, y compris en Irlande. Parce que la frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande est ouverte. Les gens et les marchandises peuvent circuler librement.
Durant des décennies, une guerre civile sanglante a fait rage entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Seule une frontière européenne ouverte a pu y mettre fin. There was a democratic vote. We voted to remain. I tell you that the last thing that the people of Ireland need is an EU border with 27 member states stuck right in the middle of it. Ça pourrait saboter l'accord de paix en Irlande qui a apporté la stabilité au cours des 10-15 dernières années. Donc il y a là un gros problème. Comment régler la question écossaise et la question irlandaise? Dans la capitale ukrainienne, des protestations massives ont lieu sur la place Maïdan. Les manifestants réclament la démission de leur président qui refuse de signer un accord d'association avec l'UE et veut rester proche de la Russie. Les choses se compliquent quand un pays comme l'Ukraine a son idée sur l'orientation qu'il veut prendre, à savoir un rapprochement avec l'Ouest, et qu'il fait la révolution avec le drapeau européen dans la main. La Russie est horrifiée parce que ça signifie qu'elle va perdre un allié, elle doit réagir, alors elle annexe la Crimée et envoie ses troupes dans l'est de l'Ukraine pour bâillonner le pays. Les Russes emploient la manière forte. Depuis l'élargissement de l'OTAN à l'Est, ils sont inquiets. À présent, la ligne rouge a été franchie. Poutine rappelle clairement que l'Ukraine fait partie de la zone d'influence de la Russie. Не атакуем, ну, в политическом смысле этого слова. Мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свои интересы. И недовольство наших западных партнеров, прежде всего американских, связано с тем, что мы делаем именно это. La Russie teste la réaction européenne et indirectement la réaction américaine. Est-ce qu'il y a un moment où il va dire ça ne m'intéresse pas, ou est-ce qu'à un moment il va dire ah, finalement, là, on a des intérêts à jouer et on ne peut pas laisser les Russes faire ce qu'ils font en Ukraine. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Bruxelles tente de jouer les médiateurs dans la crise ukrainienne. Mais une fois encore, la faiblesse des institutions européennes apparaît au grand jour. Federica Mogherini, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, n'a qu'un rôle d'observatrice dans le règlement du conflit. En matière de politique de sécurité et de défense, nous faisons tout pour contourner les institutions européennes. Prenons l'accord de Minsk, par exemple. Madame Merkel l'a signé avec Hollande et, à ma connaissance, Madame Mogherini n'était pas là. Bref, entre ce qu'on appelle pompeusement la politique extérieure et de sécurité commune et ce qui est fait concrètement, il y a malheureusement un énorme fossé. En Europe, à chaque fois que la situation se corse, ce sont les chefs d'État puissants qui prennent une décision. L'UE est évincée. Pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas de poids? Parce qu'elle ne peut pas appuyer son action diplomatique sur la force militaire. Elle ne peut pas donner de garantie en matière de sécurité. Elle ne peut pas vraiment garantir l'envoi de troupes de maintien de la paix. Elle n'est pas en mesure de doter sa diplomatie de moyens militaires. Et donc, elle ne peut pas jouer de rôle stratégique. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. De plus en plus de réfugiés prennent la route des Balkans vers l'Allemagne. Angela Merkel veut laisser les frontières ouvertes afin de ne pas entraver le commerce en Europe. Elle fait pression sur les autres États membres de l'Union pour qu'ils accueillent des migrants sur leur sol. Mais ils refusent, estimant que la chancelière agit en solitaire.
Parallèlement, les populistes alimentent la peur d'une invasion d'étrangers. La crise des réfugiés met l'UE à rude épreuve. Il y a une clé de répartition pour l'accueil de 220 000 réfugiés. Jusqu'ici, environ 8 000 d'entre eux ont été pris en charge. On n'arrive pas à les transférer d'Italie en Finlande, ni d'Allemagne en Hongrie ou en Pologne. L'UE ne peut pas faire exécuter les décisions qu'elle prend. Si l'Union européenne ne se montre pas capable d'agir, elle n'aura pas la crédibilité nécessaire pour s'attaquer à des problèmes stratégiques plus importants qui sont abstraits pour beaucoup de gens. Le tribunal compétent, la Haute Cour de Londres, prend une décision importante dans la bataille pour le Brexit. Theresa May avait annoncé au Congrès du Parti conservateur que son gouvernement négocierait avec Bruxelles une sortie totale et sans compromis de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, elle est fortement freinée. Le tribunal estime en effet que le Brexit n'est pas du seul ressort du gouvernement, mais relève aussi du Parlement britannique. Personnellement, j'aimerais qu'on assiste à un grand moment de dignité au Parlement britannique. Que les députés se lèvent et disent que dans toute démocratie qui se respecte, les décisions constitutionnelles se prennent à une majorité des 2/3 et qu'on ne se laisse pas gouverner par une majorité dans la rue. D'ailleurs, le référendum n'est pas contraignant sur le plan juridique. La pression sur l'Union européenne est plus forte que jamais. Elle n'en doit pas moins régler certaines questions cruciales. Que faisons-nous de l'euro? Que faisons-nous de Schengen? Comment gérons-nous la crise des réfugiés? Il en va de la stabilité de l'Europe. Ce sont des sujets qui sont abordés dans la presse. Mais ils relèvent d'une problématique plus large, à savoir, comment l'Europe peut-elle rester stable après la fin de la Pax Americana, de la protection américaine? Nous sommes en pleine phase de bouleversement et nous pouvons en voir les symptômes partout. New York, la nuit des élections présidentielles. Donald Trump sort vainqueur du scrutin. C'est un tournant pour l'Amérique, mais aussi pour l'Europe. Car la devise de Trump est « America First ». Il ne considère plus l'Union européenne comme le principal partenaire et voit dans l'OTAN une relique du passé. Thank you. Thank you very much, everybody. Je crois que le monde entier, pas seulement l'Europe, a du souci à se faire. D'abord, nous ne savons pas ce qu'il a vraiment en tête. Il est difficile de faire la distinction entre la rhétorique et ses véritables intentions. Ensuite, si sa rhétorique correspond à ce qu'il pense réellement, le monde va devenir bien plus instable. L'Europe, qui aime tant se pencher sur son propre sort, doit apprendre à se débrouiller seule. Et le temps presse. En grec, crise signifie décision. En cas de défaillance d'organes multiples, il faut choisir si on veut vivre ou mourir. Et c'est exactement le problème de l'Union européenne. Elle n'arrive pas à faire le choix de la vie. Nous n'arrivons pas à construire une Europe viable. Il faut se rappeler que l'Europe, c'est le dépassement des États-nations. Aujourd'hui, personne ne veut en entendre parler, mais l'Union européenne et les États-nations ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il faut dépasser cela. La crise doit nous amener à choisir la vie, à faire vivre l'Europe. Et comme les pères fondateurs l'avaient envisagé, à dépasser les États-nations. Sans quoi l'Union européenne échouera. C'est mon opinion. Autrement, elle ne se relèvera pas.